Europe 1, il est 8h35, la revue de presse. Avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. En une de vos journaux, l'objet du jour, ce sont les ciseaux de François Hollande. On les trouve en une du Monde par exemple avec le dessin de Plantu. Un Hollande qui les brandit en sale gosse satisfait devant une carte où l'on voit alors au nord des mécontents, au sud des mécontents, partout des mécontents et lui qui commente « J'ai réussi à mettre tout le monde d'accord ». Les Échos, réforme territoriale, flou sur les économies attendues. Le Figaro, redécoupage des régions, le grand ratage, Libération, le château de cartes du président, le canard enchaîné. En attendant la Coupe du Monde de football, François Hollande tente la découpe de la France. Alors pour le reste, l'Express résume la situation à droite avec une photo de Nicolas Sarkozy et le titre « Ça va saigner ». Il a l'air pas particulièrement détendu sur cette photo, Nicolas Sarkozy. On commence donc avec cette réforme territoriale. Ben oui, et que des mécontents, comme le dit Plantu, pas un éditorial pour sauver la réforme. D'autant que ce matin, la presse nous décrit la folle soirée où la géographie administrative de la France s'est jouée à pile ou face. Dans Libération, Grégoire Bizot et Laure Breton racontent comment Jean-Yves Le Drian, faute de voir reconstituer la Bretagne historique, qui aurait eu une cohérence avec le département de Loire-Atlantique, a fait capoter la fusion prévue entre Bretagne et Pays de la Loire. Du coup, arbitrage précipité, coup de fil en rafale, chaque baron socialiste y va de ses revendications. Résultat, du strict point de vue de com, estime un conseiller ministériel, c'est une catastrophe. On sait savonner la planche tout seul. Et du point de vue politique, comme le souligne le géographe Jean-Robert Pitt dans le Figaro, une réforme sans cohérence historique et culturelle. Juste à côté, Guillaume Perrault imagine une drôle de fiction. 2022, la France des super-régions gouvernée par les barons socialistes. Ségolène Royal et son Poitou-Charentes-Limousin-Centre, Arnaud Montebourg en nouveau Charles le Téméraire régnant sur la Grande Bourgogne. Un président de droite a été élu par défaut en 2017. Il est déjà en échec, déjà affaibli, et les nouveaux féodaux contestent chacune de ses décisions au nom du poids des régions. Le fédéralisme allemand, écrit Guillaume Perrault, exige le sens des responsabilités, le dialogue sincère, le respect scrupuleux des engagements pris. Autant de traits qui, convenons-en, ne caractérisent pas la vie publique en France. Alors un récit de politique fiction étonnamment sombre pour la droite comme pour la gauche, mais qui corrobore les réflexions de Dominique Schnapper sur le sentiment d'humiliation comme moteur des colères françaises. Ça, c'est dans le 1, l'hebdomadaire d'Éric Fotorino. Le thème, la démocratie française est-elle au bout du rouleau? Alors, ce n'est pas un avis de décès, mais c'est un appel au sursaut. La tournée européenne de Barack Obama intéresse beaucoup les journaux ce matin. Oui, tous les journaux reviennent sur sa visite en Pologne. Mais derrière les déclarations enflammées sur la chute du communisme, on lit en creux les luttes géopolitiques présentes et les contours de la nouvelle guerre froide qui oppose États-Unis et Russie. Le Monde publie une interview de Radoslaw Sikorski, ministre polonais des Affaires étrangères, qui explique pourquoi, très clairement, son pays a fait le choix d'un arrimage aux États-Unis. Il se réjouit de la capacité d'intervention des troupes européennes, et en particulier françaises, mais dans le cadre de l'OTAN, qui doit constituer selon lui un bouclier à l'Est. Et derrière, ce sont bien les tarifs du gaz et la concurrence entre les deux puissances sur le marché européen. La liberté des peuples d'Europe de l'Est n'a que peu à voir avec la question. Quant à une Europe puissance, alors là, on n'en parle pas. En matière de football, à présent, le Parisien s'attaque presque à du sacré ce matin, Natacha. Mais oui, le Parisien pose la question qui fâche. Le Brésil est-il toujours le pays du foot? Certes, les jeunes des favelas rêvent encore de s'en sortir grâce au ballon rond, mais l'art du beau geste qui faisait l'identité du foot brésilien se perd et les petits prodiges préfèrent partir en Europe croquer la fortune des grands clubs. Les premiers à l'avoir fait en 1931, c'était pourtant attiré des commentaires assassins de la presse à l'époque. Jouer au football pour de l'argent, inconcevable, c'est à la noblesse du sport que l'on s'en prend. Alors que diraient ces journalistes s'ils lisaient l'article de la revue Books, une réflexion sur l'avantage génétique des champions? Par exemple, la constitution des coureurs de fond éthiopiens. Ou alors de même, il y a une certaine configuration des tendons du coude qui avantage au baseball. Or, on a accepté qu'un grand joueur en 1974 se fasse greffer un tendon pour remporter des victoires. Mais on en a sanctionné un autre récemment qui s'était dopé à la testostérone, hormone pourtant naturelle. Question cruciale, où commence le dopage? Et c'est une question d'autant plus importante quand le sport devient une lutte acharnée, dans laquelle par exemple le génie brésilien Garrincha, quasi infirme, buveur et fumeur, n'aurait aucune chance d'émerger. On parle voiture en quelque sorte, mais pas celle qui roule à l'horizontale, celle qui grimpe en hauteur. Mais oui, en fait c'est aussi dans le magazine Books qu'on trouve un passionnant article sur ce moyen de transport révolutionnaire que tout le monde connaît, l'ascenseur, voiture verticale, la configuration des villes, les gratte-ciels, la valorisation des étages supérieurs et donc l'évacuation des classes populaires vers les banlieues, eh bien c'est lui, c'est l'ascenseur. Avec en plus cet étrange statut de lieu à la fois public et privé où l'on se retrouve enfermé avec des inconnus, ce qui a interdit 150 ans après, 150 ans après son invention, que nous y soyons vraiment habitués. Alors quand vous serez collé à un autre être humain dans une cabine exiguë tout à l'heure, vous penserez à Pierre Desproges décrivant sa gêne par cette phrase « Je tournais les yeux vers le plafond, dont la totale
platitudes n'était pas sans rappeler les plus belles pages de Philippe Solers. Et on rappellera le conseil du docteur Lemoine, hein. Les escaliers, on préfère les escaliers aux ascenseurs. Pour la santé. On termine avec des tornades féminines. Mais oui, un entrefilet de Libération nous apprend que les ouragans portant des noms féminins, donc Katrina, Sandy, font plus de morts que ceux qui portent des noms masculins. Pourquoi ? Eh bien parce que les prénoms féminins font moins peur et que les gens se protègent moins. Oui. Alors par mesure de prévention, je propose qu'on rebaptise tous les ouragans Vladimir. Bon, on va transmettre à Jean-Pierre Elkabbach, on va voir ce qu'il en pense. La revue de presse de Natacha Polony tous les matins, 8h35 sur Europe 1.